Bonjour, bienvenue à votre magazine environnemental, Afrique Environnement Plus. Aujourd'hui, nous allons parler de la journée internationale des zones humides, célébrée le 2 février de chaque année. Nous allons revenir sur le séjour du ministre du Tourisme et de l'Environnement à Varsovie, en Pologne. Invitée, Madame Akenzie Roseline Blanche, chef de service des écosystèmes aquatiques au ministère du Tourisme et de l'Environnement. Avec elle, nous allons parler de la célébration de la journée mondiale des zones humides. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec Karine Oyoma. On va animer cette émission, nous deux. Bonjour Karine Oyoma. L'humanité tout entière a célébré le 2 février dernier la journée mondiale des zones humides sous le thème « Les zones humides, l'agriculture, cultivant le partenariat ». En République du Congo, le gouvernement avait rendu public un message par l'entremise du ministre de l'économie forestière et du développement durable, Henri Njombo, qui a fait ressortir l'importance des zones humides et les efforts entrepris par son pays dans ce secteur depuis son adhésion à la Convention de Ramsar en 1996. Je vous propose de suivre le reportage de Karine Oyoma sur le message du gouvernement à ce propos. Les zones humides sont des zones aquatiques appropriées à l'agriculture, la pêche, l'élevage, la pisciculture, etc. Les acteurs du monde entier avaient jugé bon de protéger ces zones humides en signant une convention dite de Ramsar en 1971. La République du Congo avait adhéré à cette convention en 1996 dans le but de préserver son écosystème aquatique. Ainsi, chaque 2 février, l'humanité tout entière célèbre la journée mondiale des zones humides. Le thème de cette année est « Zones humides et agriculture, cultivant le partenariat ». C'est ici le moment de mettre en évidence l'importance des zones humides sur l'agriculture et le partenariat entre ces milieux et les activités agricoles. En effet, depuis des millénaires, les zones humides servent à l'agriculture, en particulier les plaines d'inondations où les sols sont fertiles et l'eau abondante. Les zones humides ont présidé à l'épanouissement des cultures agricoles dans le monde entier. Elles constituent également des infrastructures naturelles précieuses pour cette agriculture, apportant un approvisionnement fiable en eau et en terres fertiles. Depuis la date de sa signature à la Convention de Ramsar, la République du Congo compte à ce jour 10 sites d'importance internationale des zones humides et elle occupe la 3e place mondiale de contribution à la Convention de Ramsar, un bel exemple de gestion de nos écosystèmes aquatiques. À présent, je vous propose de suivre l'intégralité du message du gouvernement sur la journée mondiale des zones humides. Suivons plutôt. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, à l'occasion de 2014, Année internationale de l'agriculture familiale décrétée par les Nations Unies, le monde entier commémore ce 2 février la journée mondiale des zones humides sous le thème « Zones humides et agriculture, cultivant le partenariat ». C'est ici le moment de mettre en évidence l'importance des zones humides sur l'agriculture
et le partenariat entre ces milieux et les activités agricoles. En effet, depuis des millénaires, les zones humides servent à l'agriculture, en particulier les plaines d'inondation où les sols sont fertiles et l'eau abondante. Les zones humides ont présidé à l'épanouissement des cultures agricoles dans le monde entier. Elles constituent également des infrastructures naturelles précieuses pour cette agriculture, apportant un approvisionnement fiable en eau et en terres fertiles. Dans les régions arides, les zones humides assurent la production alimentaire, l'eau et le pâturage pour le bétail. De même, de nombreuses prairies humides sont également importantes pour la biodiversité et pour leur fonction hydrologique, ainsi que pour l'agriculture et les pêcheries en eau douce. Mesdames et messieurs, au Congo, le gouvernement a déjà, à ce jour, inscrit 10 sites d'importance internationale sur la liste Ramsar des zones humides, représentant 11 335 000 hectares, soit 33% de la superficie du territoire national. Parmi ces sites, on distingue différents types de zones humides, chacune ayant ses caractéristiques, notamment les marais herbeux que l'on trouve dans la vallée du Niari, la Likwala et la Cuvette, qui fournissent un vaste espace propice aux poissons et aux oiseaux d'eau. Les tourbières, présentes dans les zones forestières inondables, notamment le long de la Lima, de la Motaba, de la Libenga et de l'Andeko, favorables à la pêche. Les mangroves dans la zone côtière ou zone de protection contre les érosions côtières et de nidification des espèces animales. Les étangs naturels et artificiels dans le Poul, la Sanga, la Likwala, la Cuvette et les plateaux destinés à l'aquaculture. Les lacs, les rivières et les marécages disséminés sur l'étendue du territoire national qui préservent l'équilibre écologique naturel et sont des sources de produits halieutiques et d'approvisionnement en eau, mais aussi des zones favorables à l'agriculture et au maraîchage et des moyens de communication. Ces zones humides fournissent une large gamme de services écosystémiques qui contribuent au bien-être des populations riveraines, à l'économie, au maintien de la biodiversité et de l'équilibre naturel. Mesdames et messieurs, malgré leur importance écologique, économique et sociale, les zones humides sont, hélas, menacées par des demandes croissantes de terre et d'eau pour l'agriculture. Elles le sont de plus en plus par une croissance démographique accélérée et les initiatives de développement à grande échelle visant à réduire la pauvreté et les effets du changement climatique dans le monde. Ces zones se trouvent au cœur du nœud énergie, eau, alimentation, écosystème, car elles ont un impact sur les politiques de l'énergie, de l'eau et de l'alimentation qui les affectent. Enfin, l'enjeu est que nous devons mettre nos idées en commun pour gérer ces interconnexions, car, au vu de l'importance des zones humides, leurs fonctions et leurs valeurs économiques seront prises en compte dans la stratégie nationale de développement durable du Congo. Je vous remercie.
Bonjour Karine. Bonjour Flore. Toi qui es la spécialiste des zones humides, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée? Oui Flore, comme nous avons notre invité, au lieu que je me mette encore à expliquer ce que c'est les zones humides, je vais directement poser la question à Madame Akendi. Qu'est-ce que c'est les zones humides? Merci de m'accorder la parole. La Convention de Ramsar définit les zones humides comme les étendues de marais, de fagnes, de tourbières, d'eau naturelle ou artificielle, permanente ou temporaire, où l'eau peut être stagnante, courante, douce, saumâtre ou salée, y compris les étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas de 6 mètres. Cette définition est technique. Nous pouvons expliquer plus simplement, en termes simples, pour les Congolais, pour que tout le monde comprenne. Une zone humide ou milieu humide, c'est une dénomination dérivant du terme anglais wetland, qui signifie tout simplement une région où le principal facteur du milieu est l'eau. C'est-à-dire que c'est l'eau qui agit sur les êtres qui vivent dans ce milieu. Alors, Madame, nous avons suivi le discours, le message du gouvernement sur la journée mondiale des zones humides. Pourquoi d'abord on célèbre cette journée? Cette journée est célébrée dans le monde entier pour permettre à l'humanité de rappeler l'importance des zones humides. Plusieurs populations ne comprennent pas l'importance, le rôle que jouent les êtres qui vivent dans ce milieu. C'est pour cela qu'on commémore cette journée. Le mot convention de Ramsar est revenu plusieurs fois dans le discours du ministre Henri Djombo. On peut savoir un peu plus sur cette convention? Oui, la convention de Ramsar, c'est un traité international pour la conservation et l'utilisation des zones humides. Cette convention vise à enrayer la dégradation et la perte des zones humides, et cela dans un contexte de développement durable. Cette convention a été élaborée et adoptée par les nations participantes à une réunion qui s'était tenue le 2 février 1971 en Iran, dans la ville de Ramsar, d'où la dénomination de la convention. Et donc, le Congo a adhéré à cette convention en 1996, c'est ça? Oui. Qu'en est-il depuis 1996 jusqu'à nos jours de nos zones humides? Le Congo, comme vous le dites, a adhéré à cette convention depuis 1996. Le premier site à y être inscrit, c'est le site du lac Télé. Depuis, nous avons pu inscrire 10 sites des zones humides d'importance internationale. Ce qui est avantageux. Hein, oui, ce qui est avantageux pour notre pays par rapport à la superficie des zones humides qui fait 11 335 259 hectares, ce qui représente 33% de la superficie nationale. Qu'est-ce que les Congolais tirent? Qu'est-ce qu'on peut trouver dans les zones humides? Pour comprendre l'importance, ce que les Congolais tirent dans ces zones humides, il faut d'abord comprendre ce qu'on trouve dans ces zones. Nous devons d'abord vous expliquer que ces zones humides procurent de nombreux services. Par exemple, l'épuration des eaux, la recharge des eaux souterraines, la lutte contre les érosions, par exemple le rôle des mangroves dans la zone côtière. Il y a aussi la lutte contre les changements climatiques parce que les mangroves captent le CO2, donc le rôle de séquestration de carbone. Donc, au niveau économique, dans ces zones, on peut pratiquer l'agriculture, la pêche, les loisirs, et le les gens tourisme. peuvent y vivre dans ces zones? Les gens vivent aux abords des zones humides, mais ils utilisent des zones humides pour l'agriculture, pour la pêche, pour le bois énergie, par exemple. Et quand nous voyons des gens dans les Nganda, entre guillemets, comme on appelle ici au Congo, les Nganda, donc des petits villages qui sont dans les zones marécageuses ou sur le fleuve. Alors en ce moment-là, ce ne sont pas les hommes qui vivent dans les zones humides? Oui, nous pouvons dire que les hommes vivent, lorsque nous parlons de zones humides comme zones boueuses, lorsque les gens y vivent, c'est peut-être avec des maisons sur pilotis.
avec des maisons sur pilotis. Sinon, ils vivent aux abords des zones humides. Mais ils utilisent ces zones humides pour les besoins, même de nourriture. Et le gouvernement congolais, toujours dans le message du ministre Henri Diombo, a décrié le fait que les hommes commencent à détruire les zones humides, ce qui peut nous causer des problèmes, des énormes problèmes. Donc, quel genre de problème à peu près ça peut causer si on détruit nos zones humides? Oui, le ministre a raison lorsqu'il parle de la destruction des zones humides. Par exemple, je viens de vous parler du rôle des zones humides pour la protection du littoral. Donc, lorsqu'on détruit ces zones humides pour construire des habitations, soyez-en sûrs que la côte ne sera plus protégée. C'est ce que commence à subir Pointe-Noire. Oui, et effectivement. Lorsqu'on utilise par exemple des produits toxiques pour tuer le poisson dans l'eau. Par exemple les explosifs. Les explosifs et autres. Vous êtes en train de détruire l'écosystème. Bon, lorsqu'on pêche, on va à la pêche pour pêcher les poissons qui sont à maturité, donc dans les zones de reproduction. On détruit les poissons qui devaient se reproduire. Donc là, aussi, oui, la pérennité de l'espèce. La République du Congo occupe la 3e place au niveau mondial concernant sa superficie des zones humides inscrites sur la liste des zones humides au niveau mondial, donc de la Convention de Ramsar. On peut savoir un peu plus sur la place qu'occupe le Congo? Oui, lorsqu'on dit que le Congo occupe la 3e place, c'est par rapport à la superficie totale des zones humides sur notre territoire. Vous voyez, 33% de la superficie nationale sont déjà inscrites dans la liste des zones humides d'importance internationale. De 1996 à 2012. Oui. À 2012. Donc, cela prouve l'importance de ces zones, l'importance que notre pays accorde à ces zones. Nous allons aborder un peu le thème de la journée mondiale des zones humides, qui est zones humides et agriculture, cultivons le partenariat. On va cultiver le partenariat avec qui? Merci beaucoup pour la question. Ce thème a été choisi en l'honneur de l'année internationale de l'agriculture familiale décrétée par l'Organisation des Nations Unies. Donc la Convention de Ramsar a choisi ce thème pour rappeler aux agriculteurs, donc en fait le partenariat, c'est entre ceux qui protègent ces zones humides et les agriculteurs. Donc avant ils ne s'entendaient pas? Bon, on peut dire qu'il y a un petit conflit, parce qu'avec l'évolution démographique, il y a plus besoin de terre et d'eau, parce qu'on a plus besoin de nourriture. Or que cette pression menace justement les écosystèmes. C'est pour cela qu'on parle de partenariat. Donc les hommes doivent comme préserver. Voilà, c'est toujours dans le cadre du développement durable. On peut utiliser, mais il faut préserver pour les générations futures. Ah ben ça pose un problème, ça devient comme le conflit homme-éléphant. Alors, pour terminer, madame, nous allons parler des mangroves. Ça joue quel rôle? Oui, si aujourd'hui on parle des mangroves, parce que nous avons constaté la destruction des mangroves dans la zone côtière. Je venais de vous expliquer le rôle important que jouent ces mangroves. Ils jouent le rôle de refuge pour les espèces aquatiques. Les espèces se reproduisent dans ces zones. Donc, lorsque vous coupez ces zones, donc vous empêchez les espèces aquatiques de se reproduire, vous empêchez la séquestration de carbone de ces zones, donc la lutte contre le changement climatique. Donc, vous empêchez donc de faire la pêche dans ces zones. Parce que lorsqu'il n'y aura plus de reproduction, aujourd'hui, vous allez détruire. Mais après, vous avez tout détruit. On va détruire ça pour faire quoi avec? Mais pour le bois énergie, par exemple, pour la construction, faites un tour à Pointe-Noire. Les gens construisent juste au bord de la mer. Ouais, donc, ils ne comprennent pas l'importance ou bien le danger des inondations futures ou bien des érosions parce que ça fait que cela va causer. On avait suivi comment l'eau avait débordé un peu. C'est ça.
Madame, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. À moins que vous ayez un mot pour conclure notre entretien. C'est moi qui vous remercie. Je voulais tout simplement rappeler aux Congolais de respecter leur environnement. Merci. Merci beaucoup, madame. Voilà, vous venez là de suivre l'entretien que nous avons eu avec Madame Akenzie Roseline Blanche, chef des services des écosystèmes aquatiques au ministère du Tourisme et de l'Environnement. Merci, madame. C'est moi qui vous remercie. Merci. La 19e conférence de Varsovie sur les changements climatiques, on en parle encore dans cette émission où nous allons vous proposer les activités que le ministre en charge de l'environnement, Rodrigue Ngonimba, avait menées en Pologne. Entre autres, sa participation aux différentes concertations ministérielles de l'Organisation internationale de la francophonie. L'audience avec le vice-ministre de l'Environnement de la Pologne, ainsi que l'entretien avec la jeunesse congolaise de ce pays. Il s'est tenu ici à Varsovie, en Pologne, du 11 au 22 novembre dernier, la 19e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le climat dénommée COP19. On le sait, toutes les tentatives à ce sujet se sont avérées jusqu'ici infructueuses. Selon l'accord qui a été préparé, les États doivent s'engager formellement à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre. Près de 200 pays, tous membres de la Convention cadre des Nations Unies sur le climat, étaient réunis dans le stade national de Varsovie jusqu'au 23 au lieu du 22 novembre dernier pour chercher des voies et moyens afin d'aboutir à un accord sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La délégation congolaise présente à cette conférence était conduite par le ministre du Tourisme et de l'Environnement, Josué Rodrigue Ngonimba. Arrivé à Varsovie le 18 novembre dernier, Josué Rodrigue Ngonimba avait pris part à plusieurs réunions tenues au centre de conférence de la COP19. Dès son arrivée, le ministre du Tourisme et de l'Environnement a pris part à la concertation ministérielle qu'avait organisée l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Cette séance était un espace de débat franc sur le climat. Signalant que la concertation ministérielle était aussi destinée aux chefs des délégations, organisations internationales et régionales, négociateurs, points focaux de la Convention climat, représentants de la société civile, experts et autres membres de la communauté scientifique. Toujours au cours de cette conférence de Varsovie, la République du Congo, par le biais de Josué Rodrigue Ngonimba, avait prouvé aux yeux du monde entier que son pays était un modèle de lutte contre les changements climatiques. C'était lors de la réunion de haut niveau des partis. Madame la vice-présidente, Madam Vice President, distingués invités, mesdames et messieurs, distinguished guests, ladies and gentlemen, notre sympathie va vers le we would peuple like de to Philippines extend our qui sympathies vient de and vivre une condolences illustration to des those effets 50 néfastes people du of the changement Philippines climatique. who have suffered from the Le changement adverse climatique, effects of ses climate conséquences change sur la vie humaine et to sur les such écosystèmes great naturels extent. ne sont plus à Climate démontrer. change has a huge L'enjeu impact actuel on the consiste à environment œuvrer and on pour un humankind, nouvel ordre and we no longer écologique need to par la demonstrate recherche des this. solutions It's very adéquates obvious. aux problèmes posés par les catastrophes We need to naturelles have dont l'Afrique et adequate d'autres parties solutions du globe and to sont adequately victimes. address the impacts of climate La République change du and its Congo, mon victims. pays, The Republic est résolument of Congo, engagée my à country, contribuer au débat is relatif au resolutely changement climatique. committed to fighting Cet engagement a climate été change. fortement exprimé par la voix de notre chef d'État, Has been strongly Son Excellence expressed by M. our Denis head Sassou of Nguesso, state, porte-parole Mr. de Sassou l'Afrique à la conférence de Rio +20. was the spokesperson Les préoccupations for environnementales the sont conference. inscrites dans notre plan national de We développement. have a national Plusieurs activités plan sont en for cours de development, réalisation. and we have a number of L'installation des initiatives organes underway SIAPREC, under le Comité that national plan. sur le changement We have a climatique, national committee on l'autorité climate nationale change, désignée en the complément avec national d'autres organes de gestion designated déjà existants tels que la authority, Commission which is working nationale de with développement other durable. entities and is also L'aménagement du domaine working with forestier, national outre les 11% de notre development. patrimoine forestier Some
dédiés aux œuvres protégées, 40% des forêts concédées à l'exploitation forestière sont sous aménagement durable, dont plus de 70% sont certifiés FSC. La mise en œuvre du programme national d'afforestation et de reboisement, avec comme objectif de planter 1 million d'hectares de forêt sur 10 ans. La mise en œuvre du programme REDD+, la systématisation des études d'impact environnemental et social dans tous les secteurs d'activité. Tout ceci intègre le cadre légal en cours d'amélioration, prenant en compte les changements climatiques dans la loi cadre pour la gestion durable de l'environnement et le code forestier. La troisième communication nationale sera bientôt lancée avec l'appui des partenaires. Ceci témoigne de la volonté de nos pays à promouvoir l'économie verte dans le cadre des mécanismes financiers nécessaires à accompagner l'atténuation et l'adaptation à la stabilisation du climat. Mesdames et messieurs, le Congo fonde l'espoir que la conférence de Varsovie permettra de préciser la nature du nouvel ordre, du nouvel accord juridique applicable à tous les pays partis à partir de 2020 et de définir les principales étapes qui guideront le travail de la plateforme de Durban. Nous devons par conséquent dépasser nos égoïsmes et faire montre d'une solidarité réelle et d'un esprit de responsabilité. Nous exhortons les pays développés à annoncer leur soutien à l'alimentation du Fonds vert pour le climat et son opérationnalisation. La République du Congo exprime sa disponibilité à œuvrer aux côtés des autres pays partis pour l'atteinte de cet objectif. Je vous remercie. Le 22 novembre dernier, à Varsovie, le ministre Ngonimba et sa suite ont eu une séance de travail avec le vice-ministre polonais en charge de l'environnement. Cette réunion a eu lieu dans l'une des salles du centre de la COP19. Les aspects liés à la coopération ont été évoqués lors de cette rencontre et la Pologne s'est dite, entre autres, disposée à collaborer avec la République du Congo pour le renforcement des capacités des Congolais dans le domaine environnemental et sur la gestion des déchets industriels. Enfin, le 23 novembre 2013, avant de quitter Varsovie, le patron de l'environnement, comme un bon patriote, avait reçu la diaspora de Varsovie à son hôtel. Question pour lui de prendre connaissance du vécu de ses compatriotes. C'était un échange fraternel qui avait duré près d'1 heure. Le ministre du Tourisme et de l'Environnement sur le sens de cette causerie. Alors, je viens de passer une heure très très forte avec nos frères qui sont ici à Varsovie. Ça a été un témoignage très important de leur part de vouloir rencontrer un membre du gouvernement. Nous en sommes heureux. Nous avons répondu à cette audience parce que nous estimons aussi que ce sont des occasions comme ça qui se présentent à nous, qui nous permettent effectivement de faire le relais entre les décisions que nous prenons au pays et notre volonté de voir tous les Congolais venir animer le pays, s'intéresser aux questions du pays. Quant à ces jeunes, ils étaient très contents d'être si honorés. À la fin de cet entretien, la jeunesse congolaise de Varsovie et le ministre Ngonimba ont posé pour la postérité. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine occasion. Au revoir, Karine. Au revoir, Flore. Et merci encore à tous nos téléspectateurs. Comme a dit Flore, on se retrouve dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur la télévision nationale congolaise.